Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc tu es Isabelle Servant. Oui. Donc tu es intervenue, tu as fait une conférence donc, sur cette deuxième édition du festival L'école pour la vie, l'école de la vie. Oui. Du coup, est-ce pour que... la vie, de la vie. Oui. C'est la même chose. Exactement. Okay. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que tu fais, te présenter un petit peu et de dire qu'est-ce qui t'a amené ici à l'école, à ce festival? D'accord. Alors déjà j'ai été invitée par Julien Perron pour intervenir, donc c'était sympa. Et pourquoi il m'a invitée, c'est parce qu'en fait moi là-bas je suis une ancienne enseignante de l'éducation nationale. Et puis j'ai enseigné longtemps aussi à l'étranger aux États-Unis et j'ai fondé il y a 5 ans à présent une association qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation et qui a pour mission d'observer comment on fait l'école dans le monde. Voilà, mieux comprendre les schémas d'école dans le monde. En fait, on a un format d'école, et plus précisément d'école publique. D'accord. En fait, on a un format d'école ici en France, d'école publique. Et je connaissais le système scolaire français, je connaissais un petit peu le système scolaire américain pour l'avoir vécu, pour y avoir enseigné. Mais je me demandais ce qui se passait dans le reste des écoles du monde. Mon aspiration profonde est de vivre dans un monde en paix, dans un monde sain, solidaire et heureux. Et pour moi, l'espace école est un espace de construction de chaque personne et de chaque relation, les uns avec les autres, enfin relation à soi, relation aux autres, relation au monde. En tout cas, c'est un espace privilégié pour élever les élèves, élever nos enfants. Et pour moi, c'est un espace précieux. Et voilà, il y avait un système scolaire en France qui ne me correspondait pas forcément bien, mais j'étais interpellée pour savoir si dans d'autres pays, on avait vraiment l'école qui reflète un choix de société et éventuellement, pour aller plus loin, s'ouvrir encore plus sur un choix d'humanité. Donc voilà, j'ai créé cette fondation il y a quelques années et on a commencé à comprendre, observer comment on fait l'école dans le monde et commencer à en témoigner. Et quand on sort de la normalité, on s'ouvre à un champ des possibles. Et les autres font « Ah bon, on fait comme ça là et on fait comme ça là ?» Et donc c'est possible. Oui, dans l'école publique et dans l'école, oui c'est possible, ça se fait. Alors après effectivement, il y a il y a le cadre culturel, sociétal, mais chaque société est en évolution et ce n'est pas de changer l'école, mais c'est d'accompagner l'évolution de l'école pour qu'elle soit effective, qu'elle reflète davantage à la fois nos valeurs de notre République notamment, parce qu'on a liberté, égalité, fraternité. On sait très bien, on a des enquêtes internationales qui montrent qu'on est extrêmement inégalitaire en France. Donc vraiment, voilà, incarner notre rêve, notre projet de société, peut-être communiquer sur un projet de société et finalement après transmettre aux enfants les savoirs, savoir-faire, savoir-être, valeurs qui sont nécessaires. Et moi, j'ouvre sur la fenêtre internationale comment on fait ailleurs. C'est ça. Et on voit, par exemple, je témoignais ce matin, parce que j'ai une intervention aussi ce matin, j'en ai une hier soir et une ce matin. Et j'intervenais ce matin en disant... Mais il y a quelques pays, comme ça c'est intéressant de le savoir. On parle souvent de la Finlande, mais la Finlande a quand même plusieurs intérêts, notamment ceux d'avoir monté un programme en août 2016, là, un nouveau programme, en fait, pose au centre la question des besoins des enfants dans 20 ans. De quoi nos enfants auront-ils besoin dans 20 ans? Ils ont pris 3 ans pour y réfléchir. Enfin, c'est même pas qu'ils ont pris 3 ans pour y réfléchir. En amont, ils ont réfléchi à comment le monde changeait, comment la posture d'enseignants changeait, comment les enfants changeaient, la relation entre le monde que l'on crée et l'école. Donc, ils se sont posés quelques questions. Ils ont posé des compétences et des organisations scolaires qui sont nécessaires de nos jours pour créer justement ce projet de société et d'humanité. Et puis, ils ont posé des objectifs et ils ont demandé aux écoles de réfléchir aux moyens. Eux, ils posent les objectifs, donc la finalité. Et ils ont demandé aux écoles de poser les moyens pour atteindre ces objectifs. Ils leur ont laissé 3 ans. Donc, l'équipe pédagogique, avec les parents, avec éventuellement les enfants, ont réfléchi aux moyens d'incarner ces finalités et qui sont très humanistes quand même. Effectivement. Oui, ça fait rêver comme ça. Bah ça a l'air sympa. Mais du coup,
ça ouvre sur le fait de dire, bah tiens, on va aller regarder ce qu'ils font. Et ce matin, je donnais dans mon intervention, je donnais les compétences, une partie des compétences qu'ils posent. Et c'est des questions de bon sens. Mais par contre, on est beaucoup moins sur les savoirs académiques. On est beaucoup plus sur des postures, sur des savoir-être, des savoir-faire, la capacité d'apprendre à apprendre ou de sélectionner l'information parce qu'il y a pléthore d'informations. On n'a plus forcément besoin de l'enseignant pour nous apprendre des choses. On peut avoir accès à l'information. Et puis prendre soin de sa santé, garder la curiosité en éveil, apprendre à coopérer, être responsable de sa vie, prendre soin de soi. Il y a plein de choses qui sont très inspirantes. Effectivement. Et ça se fait au niveau de l'école publique. C'est ça. Et au niveau de ce programme, donc en Finlande, quels moyens ils donnent donc Après, c'est des projets d'établissement. D'accord. Ils ont donné les finalités. Chaque établissement met en place l'organisation scolaire qui lui convient. D'accord. Et il y a un accompagnement pour les instituts et les professeurs? Ils se forment, bien sûr, ils choisissent ensemble l'organisation scolaire et comment ils veulent mettre en place tout ça. Il y a une participation des enfants, des élèves aussi? Apparemment, sur la réflexion, c'est ce qu'il m'avait dit. Moi, j'étais au début du processus quand j'y étais allée en 2003. Mais effectivement, ils interrogeaient tout le monde pour avoir leur point de vue et croiser, parce qu'il y a des bonnes idées à prendre au niveau des enfants, parce que l'école est un espace de transmission des deux côtés. On a des choses à apprendre aussi des enfants. Tout à fait, Et donc, à toi, ton étude, ton observation sur ce qui se passe à l'extérieur, ça t'a pris combien de temps? Quel pays tu as fait? Et qu'est-ce que tu en retires de cette expérience d'avoir fait le tour comme ça? Quelles leçons tu as reçues de cette expérience? Alors, je vais commencer par la leçon. La leçon, c'est que l'école telle qu'on la connaît en France, c'est vraiment des choix politiques et pédagogiques qui sont ce qu'ils sont. Mais il y a vraiment d'autres façons de faire l'école et vraiment c'est très très différent. Les finalités de l'école de par le monde sont très différentes. Il n'y a pas simplement que de la performance scolaire, mais vraiment on intègre d'autant plus la finalité d'apprendre à vivre ensemble ou de donner à chacun en fonction de ses besoins, j'appelle ça l'égalité des chances, ou le bien-être, ou d'aider chacun à trouver sa place et de valoriser ses talents et ses potentiels qui sont singuliers, ou encore préparer pour le monde de demain. Ça c'est le petit bonus, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on a quand même des choses à transmettre pour préparer au mieux. Donc ça veut dire créativité, innovation, valeur éthique, capacité d'adaptation, capacité à résoudre les problèmes, tout ce qui peut aller avec. Et donc voilà, chaque pays investit plus ou moins bien 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces finalités. Il y en a peut-être d'autres encore, mais j'ai posé celle-ci. Et pour l'instant, c'est vrai que je reviens dessus, mais il n'y a que la Finlande qui investit vraiment ces 5 finalités. Plutôt bien. D'accord. Qui vraiment prépare bien le monde de demain, la compétence sociale également, pour plein de pratiques pédagogiques. La performance, ils sont très bons, on le sait, et ils vont beaucoup plus lentement que nous, ils prennent le temps. Il y a toute une organisation scolaire, l'enseignant n'est jamais seul. En fait, depuis 3 jours, là, les enseignants passent sur mon stand et parlent de leur désarroi éventuel avec leur volonté. Ils ont vraiment toute la meilleure volonté du monde pour accompagner les enfants, mais ne savent pas trop comment faire. Ils sentent qu'ils ont trop d'enfants par classe, trop différents. Et vraiment, ils ne savent pas comment faire malgré leur bonne volonté. Et c'est vrai que moi, j'étais enseignante aussi ici et je sentais que je me sentais très seule et ils évoquent leur solitude et le fait qu'il y avait beaucoup de contraintes. Et dans les pays nordiques notamment, mais c'est l'organisation, pour eux culturellement ça se passe comme ça, mais bon voilà, du coup à repenser peut-être le nôtre. Notre système, c'est que l'enseignant est vraiment toujours secondé. Et déjà il y a des enseignants spécialisés, donc c'est des enseignants qui peuvent prendre des enfants qui sont en difficulté en tout petit groupe, individuellement en tout petit groupe pour leur donner un petit coup de pouce. Donc ça soulage bien l'enseignant déjà, ou même pour des problèmes de comportement éventuellement ça peut être possible. Il y a une psychologue, une orthophoniste qui vient aider. Il y a les enseignants, ils travaillent beaucoup en coopération. Il y a des projets d'école. Ils ont en général, au-delà de l'enseignement, ils sont sur d'autres missions au niveau de l'école. Donc ils se sont toujours vraiment en équipe et soutenus. Et l'enseignant vient au centre en disant voilà ce qui se passe pour moi. J'ai des difficultés avec tel et tel enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Toujours dans l'idée de comment je peux mieux faire en fait. Et il va chercher les personnes ressources qui peuvent l'aider et l'accompagner et se sentir soutenu. Et même, je pensais bien en Suède, mais ça se voit dans d'autres pays nordiques aussi. Il y a même dans les salles de repos des enseignants, les salles de profs, il y a des fauteuils de massage. Oh, excellent. On va dire, mais non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Et on considère qu'il y a même les écoles qui ont des enveloppes pour le bien-être des enseignants. D'accord. Si les gens veulent en savoir davantage, on a le site. Alors le site principal, c'est www.écolepublique.fr au pluriel.
Donc ça, c'est le site général où il y a déjà pas mal d'informations. Oui. Et puis le même on clique sur Tour du monde. Oui. Et on a là mon expérience terrain dans différents pays et ce que j'ai vraiment vu dans les écoles ou des bénévoles d'écoles Oui. du monde ont vu dans les écoles. Moi, pour revenir à la question initiale, pour dire combien j'ai fait Oui. moi, Oui. j'ai fait 6 pays, donc c'est vraiment une première intention. Ouais. Et puis les bénévoles ont fait 3 autres, donc on a une dizaine de pays voilà, D'accord. à notre actif, mais qui montrent déjà des divergences mais phénoménales, absolument phénoménales. Dans chaque pays, on trouve des choses qui nourrissent notre humanité. Et ce projet de société humain sain, le monde sain, solidaire, pacifiste et heureux dans lequel on aimerait vivre, il y a vraiment des belles choses dans tous les pays. Et voilà, donc on témoigne de ces pays-là. Moi, j'ai fait 4 pays nordiques. Oui. Islande, Suède, Finlande, Pays-Bas. Très différents les uns des autres, ceci D'accord. dit. Très, Ouais. très. Et l'Inde et le Japon. D'accord. Et on a fait en plus Nouvelle-Zélande, Canada et Chine. Ok. Ouais. Et comment tu t'y prenais? Tu intégrais, tu faisais une immersion dans les écoles? C'était une immersion pendant 15 jours. 15 jours. En général, et je visitais des écoles tous les jours. Et je D'accord. restais toute la journée. Et c'était une organisation en amont qui était quand même assez gigantesque Eh pour oui. pouvoir organiser ça. Et puis pouvoir rentrer dans les écoles, c'est pas toujours permis. Donc Oui. il fallait voilà. Mais il fallait aussi parfois des traducteurs Bah oui, exact. pour aider. Alors moi je parle couramment anglais, donc ça a aidé dans Ouais. beaucoup d'endroits. Oui. Mais sinon japonais, je parle pas et la plupart des japonais ne parlent pas anglais. Donc là il y avait des petites choses à travailler. Mais voilà, du coup ça s'est fait et j'ai visité, oui. Mais j'ai parlé à tellement de gens à tous les niveaux que Ouais. voilà. Après je faisais confiance, j'avais tellement de questions, c'était tellement immense, tellement différent. En fait c'était tellement différent Ouais. que c'était difficile de savoir par quel bout le prendre J'imagine. au départ. C'était un petit peu la partie délicate et puis après j'ai fait confiance après au fur et à mesure que finalement tous les jours c'était comme une pièce de puzzle Ouais. et qu'à la fin c'est vrai au bout des 15 jours j'avais une image qui commençait à devenir représentative parce que je visitais des Oui. écoles différentes, des niveaux de classe différents, du primaire, du collège, du lycée. Généralement pas trop l'université, je l'ai fait un petit peu mais pas beaucoup. D'accord. Et donc voilà, ça nourrissait ce regard sur les écoles, principalement publiques, Oui. mais quand l'école était gratuite, moi ce qui m'intéressait dans le public c'est que l'école soit gratuite, donc Oui. accessible à tous parce qu'il y a des belles écoles alternatives c'est sûr, mais elles coûtent très cher et donc c'est vraiment des privilégiés qui peuvent y mettre leurs enfants et puis c'est pas la façon dont je vois l'école en fait. Oui. C'est pas des initiatives individuelles, ça peut, mais c'est aussi un projet collectif C'est ça. de notre pays pour nos enfants Oui. et pour le monde qu'on veut construire, Mhm. pour nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on est dedans aussi, donc c'est important. Donc voilà, plutôt public, sauf que dans des pays, par exemple en Suède, les écoles privées sont gratuites et Pays-Bas aussi. Donc oui, il y a des pays où j'ai été obligée, en Inde, j'ai été obligée d'aller dans des écoles privées parce que D'accord. les écoles publiques, il n'y a vraiment aucun moyen, ils sont sur des nattes par D'accord. terre, il n'y a rien. Mais Ouais. et je voulais quand même avoir une représentativité de l'école, D'accord. mais en général, c'est vraiment le projet de société. Ah, excellent. Et Voilà. du coup, les retours de cette expérience, tu les transmets aujourd'hui. De quelle façon? Il y a différents supports, j'imagine, Ouais. pour accéder à ces Alors informations. les supports sont principalement le site web, Oui. qui donne déjà toutes les informations. En fait, même la première année, on a fait des cafés pédagogiques où on a demandé aux gens de venir témoigner de l'école dans leur pays. Excellent. C'est notre première connaissance. Et donc là, il y a des comptes rendus en ligne de ces rencontres-là. D'accord. Et même rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait présenter le pays en amont pour que Oui. les gens aient une première connaissance avant d'écouter ce que les témoins Apporter. apportaient. Donc il y a des présentations en ligne des pays, de ces systèmes scolaires-là. Et puis après, il y a sur le tour du monde, là, il y a mon expérience ou l'expérience terrain des autres bénévoles sur les 9 pays qui enrichit beaucoup. On a donné des conférences, il y a D'accord. des interventions, comme par exemple ici. J'ai fait des petites vacations à la faculté cette année. Là, je vais intervenir auprès d'enseignants qui veulent aller se former à l'étranger, qui veulent aller découvrir les écoles du monde et qui ne savent pas justement par quel bout prendre le sujet. Et donc, Ouais. ils vont aller là-bas et c'est bien d'avoir une connaissance préalable. Ça évite de Oui. débroussailler le terrain. Ils ont déjà une première connaissance. Donc voilà, je témoigne. Tout le monde attend sur un livre. Donc, il est en cours. Il est on en va cours. dire. Ouais, mais c'est pas simple. Mais C'est long, ouais. Puis c'est le sujet en France est sensible. Donc, D'accord. j'y mets du temps. Justement, je voulais te demander comment c'était accueilli ici, tout ce travail que tu fais. Est-ce que vraiment tu sens toute une place et une ouverture pour pouvoir vraiment faire découvrir ce que tu Ça proposes? dépend. Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend des gens. C'est comme tout. On Ouais. est tous différents. Ouais. Donc il y a des gens qui disent oh, on a déjà suffisamment de problèmes en France pour s'ouvrir à l'étranger sur ce qu'on fait ailleurs.
Et si l'on en a marre d'entendre parler des pays nordiques, oui, mais est-ce que vous savez au moins ce qui s'y passe dans les pays nordiques? Voilà, pour essayer de s'inspirer de ça. Donc en fait, l'accueil est varié, mais de manière générale, les gens sont preneurs. En fait, ils sont à la recherche de solutions pour faire évoluer notre système scolaire qui, objectivement, on le sait, est en crise. Les enseignants se sentent impuissants, les enfants ne sont pas toujours très heureux, les parents sont plutôt mécontents. Et donc on sent qu'on est à la limite, on essaie de mettre des changements de forme. Pour moi, c'est le changement de fond qui précède la forme. Et poser vraiment notre projet de société et de voir qu'on communique précisément là-dessus. Et que même les différents politiques qui se succèdent ne remettent pas en cause le projet de société qu'on veut avoir. Donc très important de bien penser à l'élection présidentielle qui arrive, avoir vraiment quelqu'un qui communique sur un projet de société inspirant qui nous fédère. Je voyais par exemple aux Pays-Bas, ils ont posé qu'ils voulaient valoriser les talents et les potentiels de chacun. Et c'est vrai qu'ils ont mis une organisation scolaire, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau même des enseignants, pour valoriser les talents et les potentiels de chacun. Donc c'est super inspirant. Ils l'ont posé, tout le monde est informé là-dessus. Et ils mettent en place l'organisation scolaire. C'est ça. Et voilà, poser un objectif, alors soit d'école, soit de société, mais clairement identifié, de dire après les moyens qu'on va mettre en place. Et pour moi, la réforme principale, c'est sur l'école primaire d'abord. D'accord. Je pense qu'il faut commencer par ça. Bien mieux préparer et soutenir les enseignants à bien faire leur travail. La plupart ont envie, mais ils ne savent pas comment faire, que faire. Et ils ont beaucoup d'enfants et la diversité, le manque de formation, de préparation à gérer cette diversité, des enfants différents qui n'étaient pas ceux qu'on était nous. Nous, on était des enfants, comme moi j'étais bien sages, bien obéissantes. Et voilà, et je le suis encore d'ailleurs quand je vais. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est différent. Et c'est une autre façon d'apprendre, une autre façon de voir le monde. Et il faut les accompagner aussi, peut-être différemment. Donc bien préparer, soutenir les enseignants. C'est ça. Et peut-être repenser par contre la façon dont on fait l'école pour ramener plus d'humanité, ramener de l'humanité à l'école, plus de coopération à l'école, sortir de l'évaluation des connaissances pour faire une validation des acquis. Et si je n'ai pas acquis quelque chose, eh bien on va le réapprendre jusqu'à ce que je l'apprenne, parce que ça veut dire que je m'en souviendrai. Que je n'apprenne pas pour une note, mais que j'apprenne pour apprendre, pour comprendre, pour être autonome, pour grandir, pour m'épanouir, pour trouver ma place, pour contribuer. Changer le pourquoi finalement. Pour changer le pourquoi. Et le pourquoi, à mon avis, le sens précède la forme. C'est ça. Et je vois là par exemple la conférence que tu as donnée ici dans le cadre de ce festival, c'est comment bien ou mieux accompagner les enfants dans leur scolarité. Donc quelle est ton approche par rapport à ça du coup? Est-ce que tu peux me résumer ça? En fait, on avait le choix hier à faire une conférence sur les écoles du monde ou sur mieux accompagner son enfant durant sa scolarité. C'est vrai que les parents sont demandeurs aussi de ça. On ne naît pas parent, on le devient. Comme on n'a jamais eu aucune formation, en général on reproduit ou on essaye d'éviter de reproduire, mais enfin on est en opposition sur ce qu'on a vécu, donc on ne sait juste jamais trop comment faire. Et un enfant dans le cadre scolaire qui devient un élève, en tout cas au niveau de son appellation, n'ont pas les mêmes besoins. Et les parents ne savent pas vraiment faire. Et je voulais donner des petites clés simples pour les aider à porter un regard tout doux, beaucoup plus doux sur ce que c'est que d'apprendre, sur ce que c'est que se tromper, sur les différentes formes d'intelligence, stratégie mentale, les mémoires et la disponibilité à l'apprentissage. Parce qu'on ne peut pas apprendre si on est stressé, si on n'est pas bien, si on est fatigué. Et voilà, il y a des conditions pour bien apprendre et tous les enfants sont a priori capables d'apprendre et bien apprendre. Après, il y a des fois des gros handicaps, mais mis à part des gros problèmes, c'est vraiment une question, de confiance, de temps et de persévérance, de patience envers l'enfant, de confiance, persévérance, temps, et puis après de stratégie, les moyens que je mets à sa disposition ou comment je l'accompagne à comprendre, ou à apprendre. Et donc j'ai donné 12 clés et après j'ai proposé j'avais des amis qui étaient venus, donc une orthophoniste, une psychologue et 2 enseignantes primaires et secondaires, de se mettre à disposition des parents pour répondre à leurs questions et éventuellement leurs inquiétudes, parce que ça fait du bien. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Là c'était ma casquette d'ancienne enseignante qui voit des choses et qui pose des choses simples, comme qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre, c'est faire quelque chose. La seule façon d'apprendre, c'est de faire ce qu'on ne sait pas faire.
On apprend à nager en nageant. Ouais. On apprend à faire du vélo en faisant du vélo. Ouais. On apprend à écrire en écrivant. On apprend à lire en lisant. Ça va pour tout. Et pour tout, il y a tout âge. Et pour tout et à tout âge. Donc Ouais. en fait, ce qui est l'idée, c'est on va se tromper. C'est Ouais. obligé parce que tu apprends un truc que tu sais pas faire et la seule façon de le faire, c'est de l'apprendre, c'est de le faire. Donc tu es sûr de te tromper. C'est juste pas grave de se tromper. C'est normal. Et une des spécificités françaises, c'est la peur de se tromper et de faire des erreurs qui est vraiment un handicap. Et la punition sur les erreurs. Il y a un handicap. Il y a une Ouais, forte non, mais punition, on sait, c'est les ça. enfants préfèrent ne pas répondre que de se tromper, alors que l'erreur est essentielle. Je faisais rire quelqu'un tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit à la conférence hier et je regrette. C'est pour ça que j'en profite dans la caméra. Oui, bien sûr. C'était de dire, c'était quelqu'un qui faisait du skateboard et qui disait, pour faire cette figure, super simple. Tu te trompes 1000 fois. C'est génial. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Sérieusement. Alors, hier, j'aurais donné l'exemple de Robin des Bois. D'après vous, combien de fois Robin des Bois a-t-il dû faire d'essais pour mettre sa flèche au cœur de sa cible? Ça lui a pris probablement des années aux athlètes. Ça leur prend des années avant de maîtriser. Mais ils essayent, ils se trompent. Et à chaque fois, ils affinent. Donc l'enfant, c'est la même chose dans le cadre scolaire. Petit à petit, il affine, il apprend. Moi, quand j'ai des enfants, j'ai été trompée. C'est pas grave. Comment tu fais dans ta tête? Voilà. Et petit à petit, on affine. C'est normal, tu apprends. Normal de se tromper. Parce que c'est vrai que les adultes, nous souvent, on focalise sur le résultat qu'on observe chez quelqu'un qui a une compétence, qui a une expertise dans quelque chose, mais on ne visualise pas tout le processus qu'il y a eu pour qu'il atteigne ce niveau de compétence, de connaissance. Toujours sur le processus. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, quand on regarde dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne pour arriver à ça, et on réalise que c'est en faisant, et en pratiquant, et en s'exerçant, et en se trompant. Exactement. Et on voit tous les gens qui créent, qui font des choses magnifiques. On voit juste le résultat et la réussite. C'est ça. Mais mon Dieu, si vous savez le processus, pour moi, pour tout ce que j'ai fondé, il y a du travail, il y a des échecs, il y a des frustrations, il y a tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui a le courage de continuer malgré les difficultés et qui trouve un autre chemin et qui éventuellement se repositionne ou qui se réinvente ou qui se réoriente, mais qui reste toujours en accord avec ce qu'elle est et ses valeurs. C'est ça, qui a confiance. Au niveau, toi, de ton activité aujourd'hui, donc tu fais des conférences, quelles sont les différentes activités que tu exerces? C'est vrai qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. La casquette j'ai mis beaucoup de temps sur une association en tant que bénévole, ceci dit, pour École du Monde, acteur en éducation, pour observer le système scolaire du monde. Il y a eu des interventions, notamment même je suis allée jusqu'à l'UNESCO, donc c'était plutôt sympa. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait vraiment des limites au niveau de cette progression-là, au niveau du système scolaire. Donc, et pas de moyens financiers, donc il y a eu un petit moment de découragement. Et tout le monde est tombé sur un livre sur les écoles du monde. En fait, quand je suis revenue de ce mini tour du monde des écoles, j'ai eu envie d'écrire un livre pour aider les jeunes à trouver leur voie et se réaliser. Je me suis dit, si ça ne passe pas dans le cadre de l'école, où chacun se connecte à sa singularité et se responsabilise par rapport à sa vie et crée lui-même en accord avec ses propres valeurs et ses propres envies et créer le monde aussi, contribuer à créer le monde dans lequel il a envie, je vais les donner directement. Donc j'ai écrit un livre sur ça qui marche très très bien, qui s'appelle 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Donc un joli programme. Excellent. Voilà, toujours une petite lecture et toujours incarné avec des exercices sur soi pour pouvoir aller au bout des choses et vraiment se connaître pour se positionner. Excellent. Et donc c'est vrai qu'actuellement je m'oriente actuellement pour accompagner un petit peu les jeunes sur des stages. Et là c'est vrai que j'ai un gros projet autour des jeunes pour donner aux jeunes des modèles inspirants de la rage, pour montrer que c'est possible et comment on fait. Pour ouvrir encore toujours la même démarche un peu, c'est pour montrer le champ des possibles, pour poser une question de finalité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? C'est possible, je crois en toi, tu es unique. Après il y a un champ des possibles et il t'appartient d'eux. Après, c'est ta vie. Qui peut faire ton bonheur toi-même? Qui peut faire ton malheur toi-même? Et toutes les décisions que tu ne prendras pas pour toi, les autres les prendront pour toi. Donc, il y a des petits accompagnements de bon sens à faire. Donc là, je suis sur le développement d'un gros projet. J'ai une ouverture internationale évidente, humaniste très marquée aussi. Excellent. Mais actuellement, j'ai un projet qui concerne principalement la France, pour aider les jeunes. Moi, je vois chaque jeune comme unique, avec un super potentiel. Et je vois beaucoup de potentiel gâché, de jeunes qui sont en décroché, on y parle des décrocheurs scolaires, qui errent, qui font des bêtises, ou qui pourraient mettre leur énergie dans quelque chose pour eux, qui serait beau pour eux et pour les autres.
Et là, voilà, en donnant aux jeunes, j'ai repéré plein de jeunes qui sont fantastiques, des inventeurs, des entrepreneurs, des auteurs, des humanistes, des youtubeurs, des machins qui font des trucs et ils vont aider d'autres jeunes à faire pareil. Excellent. Et on va développer tout un parcours pédagogique aussi pour aider tout le monde, tous les jeunes, à se trouver, à se réaliser et à contribuer. Alors du coup, ça va être par des méthodes différentes. Il y aura Alors c'est un projet qui se met en place, alors j'en parle encore pas trop, Okay. Ça sera début d'année prochaine, on attend là les financements. Début 2017 donc. Début 2017, ouais. D'accord. Il est en cours de développement. Donc si ça intéresse quelqu'un, bien sûr, s'il y a des gens qui se sentent touchés pour le fait de soutenir les jeunes, Oui. je pense que c'est actuellement c'est eux en fait. Oui. Moi le slogan de ce projet c'est en France on n'a pas de pétrole mais on a plein de jeunes talents. J'y crois à 100% mais maintenant il faut les aider. Ah excellent. À valoriser ça. Bah, du coup moi j'aurais bien envie de venir de nouveau à ton contact dans quelques mois pour que tu me donnes des nouvelles de ton projet et que je fasse partager votre aventure. Avec plaisir. Ah oui. Avec plaisir parce que là il va avoir besoin d'être vraiment médiatisé. Relayé. Relayé. Ouais. Ah bah, avec plaisir, moi j'aurais envie de contribuer avec ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Ouais. Je crois qu'on en a besoin et encore une fois c'est juste un message positif en fait. Positif, le négatif contribue au positif aussi. Je ne voudrais pas mettre une étiquette mais quelque chose d'inspirant. Inspirant et très concret. C'est ça. Pour moi c'est toujours ok c'est ce que tu veux mais comment tu fais? C'est ça, oui. On va directement dans la matière. C'est ce qui est juste pour toi, c'est ce que tu as envie. Ok, comment tu fais? C'est ça. Du coup, si on veut voir la suite de ce programme, il y a sur le site internet que tu as indiqué, on peut trouver les informations. Alors, là, on a École du Monde, on a un site. Oui. Pour les stages, il y a le stage Trouver ma voie. D'accord. @gmail.com. Ok. Et pour le site, pour le projet sur les jeunes et les modèles inspirants, je donne mon adresse email personnelle, mais il n'y a aucun problème. C'est Isabelle, _le 8, tiré du 8, servant, SERVANT, @hotmail.com. Très bien. Voilà, et on peut venir vers moi et avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci Isabelle, vraiment de ta contribution, de tout le travail que tu donnes, l'énergie, la beauté que tu dégages, parce que du coup elle est aussi inspirante. On a envie de vraiment c'est très avenant, c'est très chouette. Et du coup, c'est ma voix, donc en fait, c'est ta voix, du coup ça se ressent. Exactement. Je suis cohérente, ça va. C'est ça qu'on repère aussi dans chaque parcours. Chaque personne qui a vraiment trouvé sa voie, sur quoi il a envie de grandir et d'apporter. Mais c'est là qu'on est juste. C'est vraiment là qu'on est juste. En fait, chaque personne est unique et moi je pense qu'on est vraiment complémentaires. Et c'est vraiment aider chaque personne à trouver. Alors c'était Christine Lewicki dans son livre Wake Up qui le disait, mais elle prend les recherches d'un homme qui s'appelle Gay Hendricks, en fait disant qu'on a 4 zones de compétences, si je peux dire, puisque la première est une zone de non-compétence, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et puis la deuxième c'est il y a des choses qu'on sait faire, mais les autres peuvent le faire aussi bien que nous, et puis on n'y éprouve pas tant de plaisir que ça. C'est ça. Puis il y a des choses, il y a une zone supplémentaire qui est la zone d'excellence, celle où on est un petit peu meilleur que les autres, où on est même meilleur que les autres, et là on apporte vraiment une plus-value. Et puis il y a la zone de génie, où là vraiment il n'y a que nous qui pouvons le dire de cette façon et le faire de cette façon. Et l'idée c'est de se reconnecter à ça. C'est ça. Un joli mot de fin sur ça. J'adore. Okay. Ça marche. Merci Isabelle. Merci à vous.